intéressant le roman de Balzac, hein, de ce point de vue-là, c'est un vrai roman du crédit commercial impossible. Hein. Je m'arrêterai peut-être aux pages en particulier dans lesquelles César Birotteau essaye de justifier par un récit devant Adolphe Keller la nécessité où il est d'emprunter, ou alors de réclamer la signature d'Adolphe Keller pour obtenir en fait un prêt de la Banque de France. À un moment donné, le texte de Balzac dit « César raconta ses entreprises, il mit en scène la double patte des sultanes, l'eau carminative, l'affaire Roguin, son procès, son emprunt hypothécaire dont il n'avait rien reçu, etc., etc. Et comme on le sait, c'est une démarche qui s'achève par un échec. Je veux dire que le crédit de César Birotteau s'abolit dans sa recherche même de crédit. Et c'est une démarche qui s'achève par un échec parce que tout simplement, César Birotteau, c'est quelqu'un qui ne propose qu'un embryon de récit, pour le coup, à l'appui de sa demande de crédit. Il n'est pas aussi... César Birotteau n'a pas le talent de l'illustre Gaudissart. César Birotteau n'a même pas le talent des rédacteurs du prospectus pour la pâte des sultanes ou l'eau carminative ou le prospectus de l'huile céphalique. Enfin, toutes ces pages balzaciennes que parfois on étudie dans les cours de communication publicitaire dans les écoles de commerce privées ou publiques et qui, en fait... sont précisément des déploiements rhétoriques que César lui-même n'arrive pas à traduire en récit convaincant pour les banquiers. Et pour en rester un moment à Balzac, il me semble que du coup, il faut mettre en face de la figure de César Birotteau son envers, son contraire, la figure de Mercadet dans la pièce Le Faiseur, écrite 12 ans plus tard. Parce que vraiment, le personnage de Mercadet, le protagoniste du Faiseur, c'est un personnage qui est précisément doué d'une faconde qui lui permet de payer les créanciers. Dans le texte sur le Faiseur que j'avais mis dans la bibliographie minimale que j'avais envoyée avant cette séance, en fait, il y a un texte de Yves Citon dans cette bibliographie que je souhaitais citer, parce que c'est un texte dans lequel Yves Citon estime, je cite, que Balzac nous fait entrevoir la nature performative de la spéculation financière. Il nous fait entrevoir la nature performative de la spéculation financière dès lors que Mercadet peut proclamer devant sa femme, et il le fait à la scène 6 de l'acte premier, des choses comme « qui arrive à dire, arrive à faire ». Et des formules de ce type-là, on en rencontre foison dans Le Faiseur. Et c'est vrai qu'aux créanciers, par exemple, qui réclament autre chose que des paroles, Mercadet est quelqu'un qui propose des actions, mais en jouant à chaque fois sur le double sens du terme. Il propose à la fois d'agir et il propose des parts dans un capital. On voit donc chez lui, chez quelqu'un comme Mercadet, que on paie ses dettes avec un génie qui est celui de la promesse et qui est celui du récit. Et il me semble que le meilleur exemple dans Mercadet, qui serait un peu, si vous voulez, le contraire de César Birotteau, et le spéculateur est le contraire de cette vieille ganache royaliste de parfumeur, c'est un homme de la modernité, hein. On a un bon exemple de la puissance performative du discours humain, comme dit Yves Citon, à travers l'histoire de Godot, par laquelle Mercadet passe son temps en fait à se justifier devant ses créanciers. Hein. L'histoire selon laquelle son associé Godot serait parti avec la caisse pour aller faire fortune à Calcutta. C'est une excuse en or, et c'est, comme l'écrit Yves Citon, un exemple de performativité inhérente à la fonction fabulatrice que cette histoire de Godot que sort sans cesse le personnage de Mercadet. Mercadet raconte une histoire à ses créanciers, il se raconte une histoire à lui-même, hein, remarque d'ailleurs Yves Citon, la spéculation et la fabulation apparaissant comme des moyens jumeaux de nous orienter à tâtons dans une réalité complexe. Et c'est ce qui amène Yves Citon à formuler en finance, ou à propos de la finance, un principe mythocratique, comme il dit, que je vais vous lire in extenso, parce que c'est une bonne introduction à la lecture de l'Argent de Zola, me semble-t-il. Même si elle aime se représenter par renversement idéologique, comme soumise au règne froid du chiffre et de l'objectivité comptable, la finance est orientée par des récits mythiques qui surdéterminent tous ses agissements. Du macromythe de la croissance au micromythe de la publicité, tout financier a son Godot, son faux Christophe Colomb, son conte de fait, CONTE, qu'il finit par invoquer lorsqu'on lui demande de rendre des comptes sur la manière dont il calcule ses comptes. Et donc c'est exactement dans ce cadre, et selon cette espèce de jeu de mots entre conte et conte, que s'inscrit le roman de Zola, dans la mesure où effectivement
dans L'argent de Zola en 1891 se déploie à la fois une spéculation financière et un récit, c'est-à-dire à la fois un appel répété à souscrire à un capital et une mise en récit des projets industriels associés à cette entreprise bancaire. Et l'intérêt en plus, je crois, de ce roman qui peint les années 1864-1867 dans les couleurs qui sont aussi celles de l'année 1890, l'intérêt de ce roman, c'est qu'il inscrit l'action dans un contexte où le monde financier est plus mûr, d'une certaine manière. Hein. C'est un monde qui n'est plus celui de Balzac. Enfin, je veux dire que c'est un monde dans lequel la législation sur les sociétés anonymes s'est constituée, les établissements financiers se sont multipliés à partir du début du Second Empire, la spéculation boursière est encadrée, enfin un tas d'évolutions institutionnelles sur lesquelles Angelo Riva et Paul Lagno-Imonet ont fait un point à une certaine époque dans leur petit livre sur la bourse, et j'en profite pour indiquer dans une parenthèse que Paul Lagno-Imonet, dans cette maison, ici même, avait fait aussi, il avait fait dans un colloque organisé par François Vatin en 2006, Paul Lagno-Imonet avait fait un très beau commentaire de Ferragus de Balzac comme roman de la confiance, en essayant d'expliquer pourquoi en fait les personnages de cette nouvelle sont des personnages qui participent d'une forme de métaphore conjugale de la confiance sur les marchés, de la confiance sur les marchés. C'était un propos qui pourrait tout à fait intéresser en fait le séminaire, et, que je ne reprendrai pas évidemment. Hein. En tout cas, Paul Lagno-Imonet, Angelo Riva ont bien montré, hein, avec Pierre Cyril au cœur, tout ce qu'avait représenté le second 19e siècle en termes d'institutionnalisation de la finance, en termes de progrès du crédit vers une forme d'impersonnalité aussi, d'une certaine manière. Hein. C'est à la fois une institutionnalisation et une impersonnalisation du crédit par rapport à ce petit crédit omniprésent qu'étudie Laurence Fontaine dans son livre sur l'Ancien Régime. Et on a affaire, à la fin du XIXe siècle, donc, à un environnement où, bon, c'est vrai, on place encore sa confiance dans des hommes ou dans des femmes, on place encore sa confiance dans des sociétés, dans des institutions, mais aussi dans les mouvements même d'un titre à la cote, dans les rapports d'activité émis par les banques, dans la presse financière, dans les nouvelles politiques, dans le comportement même des autres acteurs du marché. C'est-à-dire que la confiance devient, pour utiliser un terme à la mode, la confiance devient systémique, d'une certaine manière. Quand Dutillet dit à Birotteau en 1838 « Je n'existe que par le crédit », d'une certaine manière, c'est effectivement devenu une vérité de toute institution de crédit dans le deuxième 19e siècle, ne pas faire flancher ce crédit. Le personnage d'Amelin est un personnage qui ne dira pas autre chose dans l'argent, et la confiance devient dès lors une sorte de terme intransitif qu'on peut utiliser d'une manière intransitive, hein, comme le faisait Philippe Roussin dès le début de son exposé au début de l'année. C'est-à-dire qu'on dit la confiance tout court quand on parle des marchés financiers, et c'est un peu ce que dit d'ailleurs le roman de Zola. C'est la première citation que j'avais proposée dans l'exemplier que j'avais fait parvenir. Je commence par la fin, c'est une citation de la fin du chapitre 11, et une faute de frappe hein, dans mon exemplier. Fin du chapitre 11 du roman. C'était l'épidémie fatale, dit le texte après la ruine, après le krach. C'était l'épidémie fatale, périodique, dont les ravages balaient le marché tous les 10 à 15 ans, les vendredis noirs ainsi qu'on les nomme, semant le sol de décombres. Il faut des années pour que la confiance renaisse, pour que les grandes maisons de banque se reconstruisent, jusqu'au jour où la passion du jeu, ravivée peu à peu, flambant et recommençant l'aventure, amène une nouvelle crise, etc. Bon, la confiance, utilisée d'une manière absolument intransitive, et un emploi qui, selon moi, cadre, en fait, avec cette institutionnalisation, impersonnalisation des structures du crédit dans le second 19e siècle. Alors, bon, on n'est pas très loin ici de la définition d'ailleurs des esprits animaux selon Keynes dans sa théorie du marché. En tout cas, c'est cet emploi intransitif qu'on observe dans le roman de Zola, d'une manière générale, et je crois que ça correspond assez bien à cette espèce de constat historico-sémiotique que fait Jean-Joseph Gou dans son livre de 2000 qui s'appelle « Frivolité de la valeur »,
quand Jean-Joseph Goude dit, voilà, bon, bah, à partir de Valéry, mais c'est vrai avec Émile Zola, c'est vrai avec Walras, c'est vrai avec une certaine époque de l'économie politique, on entre en fait dans un nouveau régime de la valeur où elle est complètement détachée de son contenu en travail, elle est à la limite complètement détachée de tout rapport à une réalité industrielle, elle est devenue quintessentiellement boursière, elle ne vaut que par ses écarts, que par l'intérêt qu'autrui y porte, d'où les phénomènes de mimétisme et d'emballement à la bourse, et en définitive, on est rentré dans un régime intégralement relatif de la valeur, dans lequel, forcément, la problématique de la confiance est complètement primordiale. Alors, je crois que c'est évidemment ce qui s'exprime au premier chef dans le roman L'argent de Zola, qui est un roman de la finance dématérialisée et qui est aussi un roman de la volatilité de la confiance. Je ne sais pas si je vais finir cette introduction en résumant le roman ou si je peux me permettre, en fait, au cours de la discussion d'en rappeler des bribes, peut-être. Enfin, ça serait peut-être un peu lourd que j'en résume. C'est comme vous le souhaitez, en fait. On continue, et puis à la limite, s'il y a quelque chose d'obscur, j'essaierai d'expliciter à ce moment-là. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je voudrais formuler 2 ordres de remarques. Je voudrais commencer, en fait, par une première partie sur la question de la confiance, la représentation de la confiance dans le monde de la diégèse dans ce roman. Bon. Et de voir en fait comment Zola met tout cela en scène. Et je voudrais garder en fait un deuxième ordre de remarque sur la question en fait de la performativité même de ce roman de Zola. En fait, donc dans une interrogation plus pragmatique sur ce qui est en œuvre dans cet antépénultième volume des Rougon-Macquart, parce que ça me semble problématique en l'espèce. Donc, voilà, c'est très simple, hein, une partie sur, je ne sais pas, la thématique pour aller vite, même si je vais intégrer à ça la dimension métaromanesque de ce roman, et puis une partie peut-être sur cette pragmatique du roman L'Argent, qui me semble poser des questions particulières. Alors, pour commencer par le premier point, hein, sur ce que représente ce roman L'Argent, je voudrais commencer par pointer le fait qu'on y trouve d'abord une mise en scène en fait très classique de ce qu'on pourrait appeler la confiance horizontale. Je veux dire par là la confiance en fait entre les syndicataires de la banque dont le roman décrit la fondation. Cette banque s'appelle l'Universelle. Elle est fondée au début du roman par le personnage d'Aristide Rougon, surnommé Saccard. Et le chapitre 3 de ce roman, qui en compte 12, est un chapitre dans lequel, en fait, pour reprendre le vocabulaire des banquiers, Zola nous présente ce qu'on appelle un tour de table. En termes de finance, c'est le terme qu'utilise Hélène Gomard quand elle s'intéresse aux opérations financières dans le roman de Zola, dans son gros livre de 2004 sur Zola et Balzac. Et donc, en fait, alors, ça t'intéresserait, Anne, parce que tout ça est une syndication, un rassemblement de gros hommes d'affaires, en fait, qui se mettent ensemble pour s'emparer des 4/5 en fait, des 50 000 actions qui sont mises sur le marché. En fait, l'idée, c'est de réussir le lancement de la banque en préemptant certaines de ses actions et en devenant en fait un très gros actionnaire de la banque à sa fondation. Et puis le 5e restant, bon, c'est un nombre d'actions qu'on va faire circuler, qu'on va faire souscrire aux uns et aux autres, aux petits actionnaires du public. Et c'est un jeu d'autant plus juteux que ces gros syndicataires, en fait, ne versent pas la totalité de la somme exigible, hein, selon le code de commerce de l'époque, ce qui leur permet à la fois de gagner des dividendes et des intérêts sur leurs actions, tout en ne les ayant pas totalement, en définitive, tout en n'y ayant pas totalement souscrit. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce chapitre, c'est un chapitre complètement sériel, complètement circulaire, c'est un chapitre qui montre comment le personnage principal, Saccard, se rend successivement chez donc un spéculateur qui s'appelle d'Aigremont, un grand bourgeois très proche des Tuileries, ensuite chez un député qui s'appelle Huret, ensuite chez un marquis qui s'appelle le marquis de Bohain, tout à fait décoratif dans les conseils d'administration de sociétés anonymes, et enfin il finit chez un industriel lyonnais qui s'appelle Sédi et qui a ses bureaux à Paris. Et en définitive, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que donc le but c'est d'obtenir l'accord de tous sans avoir finalement aucune caution. C'est-à-dire que le premier personnage d'Aigremont lui dit: écoutez,
je suis d'accord. Enfin, ça, je vais peut-être garder ça pour après. Le premier personnage d'Aigremont lui dit « Je suis d'accord pour en être ». Il faudrait que je retrouve la citation exacte. « Je suis d'accord pour en être si d'autres en sont ». La citation exacte du texte de Zola, c'est celle-ci. « Dites donc, si vous sentez que les choses s'en mangent, passez donc en revenant chez le marquis de Bohain et chez Sédi, faites-leur savoir que j'en suis, demandez-leur à en être, je veux qu'ils en soient. » C'est intéressant, cette triple utilisation du même verbe qui décrit un peu la clôture de cette espèce d'entre-soi capitaliste dans la constitution de cette banque. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir du moment où d'Aigremont donc demande à ce que les autres en soient, quand Saccard démarche les autres en leur disant c'est d'Aigremont qui m'envoie, la réaction des autres, c'est une réaction comme celle du marquis de Bohain, par exemple, à la page 4 pages plus tard. Ah ben si d'Aigremont en est, j'en suis, comptez sur moi. Et à ce moment-là, Saccard veut lui donner quelques détails sur les affaires industrielles qu'il s'agit de lancer, et l'autre lui répond mais je vous en prie, ajoutez pas un mot, je veux pas savoir, vous avez besoin de mon nom, je vous le prête, j'en suis très heureux, voilà tout. Dites seulement à d'Aigremont qu'il arrange ça comme il plaira. Je ne veux pas savoir. Et ce qui me semble intéressant, c'est la première remarque qu'on pourrait faire sur ce chapitre, c'est que cette confiance horizontale qui lie les syndicataires de cette banque-là, la Banque universelle, elle est assez proche en fait de la confiance telle qu'elle se manifeste à l'intérieur des sociétés secrètes et telle que Georg Simmel l'analyse dans un article de The American Journal of Sociology en 1906 où il y a toute une réflexion sur les sociétés secrètes et sur cette forme, dit-il, antérieure ou postérieure de savoir sur un être humain qu'est la confiance en lui. La confiance comme forme antérieure ou postérieure de savoir sur un être. Et Simmel ajoute quelque chose qui colle pas tout à fait avec le roman de Zola, mais qui est quand même intéressant. Il dit que dans ce type de structure, les sociétés secrètes, parce qu'on parle bien de ça, les interactions, la cohésion, je le cite, la poursuite de buts communs ne repose absolument pas sur le fait que les uns connaissent les autres psychologiquement, parce que ce type d'association, c'est la formation sociologique discrète par excellence. Et du point de vue psychologique, ces membres sont anonymes, et pour qu'elles soient constituées, la seule chose qu'ils ont besoin de savoir sur les autres, c'est justement qu'ils la constituent. Et c'est assez intéressant, parce que c'est en définitive partiellement ce qu'illustre le roman de Zola, même si c'est un peu approximatif. Mais ce sur quoi je voulais mettre un point tout à l'heure, c'est qu'il y a une deuxième condition édictée par le personnage initial, le gros syndicataire, qui s'appelle d'Aigremont. Il dit à Saccard « Je suis avec vous si votre frère en est aussi ». Donc Eugène Rougon, le ministre, c'est pas la première fois que les deux frères se retrouvent ensemble dans un roman. Ils ont déjà été ensemble dans La Fortune des Rougon, bien sûr. Ils sont ensemble au début de La Curée, puisque le début de La Curée, c'est même un moment où, en définitive, Eugène Rougon négocie avec Aristide Rougon le fait qu'Aristide Rougon va changer de nom et que ça serait bien pour que tous les deux opèrent dans la sphère publique, l'un du côté du politique, l'autre du côté du financier, qu'ils n'aient pas le même patronyme. Et c'est à ce moment-là que le personnage de Saccard prend ce patronyme de Saccard, félicité par son frère qui lui dit c'est un nom génial, c'est ou bien un nom à ramasser tout l'argent ou bien un nom à aller au bagne. Et tu vas me faire le plaisir de rester dans les limites de la légalité, ce qu'il ne fait évidemment pas dans La Curée. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est d'abord que effectivement le roman L'Argent part de ça, part de cette nécessité d'une collusion politico-financière qui, en fait, ne va pas advenir. C'est pas un roman de la collusion politico-financière. Ça me semble intéressant de le préciser quand même. C'est justement un roman des frères ennemis. La sphère du politique ne s'assimile jamais à la sphère du financier. On n'est pas encore chez Barrès, on n'est pas encore chez les Checkard, on n'est pas encore au moment du scandale de Panama. C'est peut-être le dernier roman du 19e siècle qui ne met pas en scène, en fait, la collusion du politique et du financier, mais qui joue plutôt de leur rivalité. Et je crois qu'en définitive, c'est grâce à cette dissociation, ça c'est une hypothèse, mais je me demande si c'est pas grâce à cette dissociation que L'Argent, roman financier, parvient dans sa description de ce que c'est qu'une société anonyme et de ce que sont les assemblées générales de sociétés anonymes, dans cette banque qui s'appelle l'Universel. Moi, il me semble que c'est grâce à ça que ce roman L'Argent parvient à une forme de pertinence dans la description de la gouvernance dans les sociétés anonymes et plus largement la critique du suffrage. Et ça rappelle finalement certaines choses que disait dans cette maison même,
Pierre Rosanvallon, il y a 25 ans, quand il réfléchissait à la question de la démocratie inachevée ou du peuple introuvable, parce qu'il réfléchissait à ce moment-là sur le moment 1890 comme moment effectivement de doute envers le mandat ou d'illisibilité en fait du mandataire ou du représentant. C'est quelque chose qui est très très profondément exprimé par un roman comme L'Argent en 1890. Je suis persuadé que c'est un roman de la crise boulangiste, L'Argent. C'est un roman politique. Zola voulait que ce soit un roman politique, ça apparaît pas immédiatement à l'œil. C'est un roman politique pour cette raison-là. C'est une analyse sceptique du suffrage universel. Je pense que le nom de la banque n'est pas complètement innocent, même si universel peut être là pour d'autres raisons. Mais bon, en tout cas, ce qui est intéressant, et j'y reviens, le personnage qui est à l'origine de la syndication, de ce mouvement de syndication des gros actionnaires, le personnage de D'Aigremont, exige la caution du ministre, et en fait, ils ne l'auront pas. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, à la fin de cette pérégrination de Saccard dans Paris, il a l'accord de tout le monde, il a l'accord de Huret, il a l'accord de Bohain, l'accord de Sédi, etc. Et quand le député Huret est allé voir le ministre Aristide Rougon pour lui dire « Votre frère veut se lancer dans les affaires, est-ce que vous êtes d'accord ?» La réponse du frère, c'est qu'il aille se faire pendre. Or, comme il s'agit de se retrouver chez D'Aigremont à la fin de la journée pour lui dire si oui ou non on a obtenu l'accord du ministre, le député Huret, ce n'est pas Saccard qui le fait, c'est le député Huret qui ment en disant « Le ministre a répondu ». Lors d'une interruption de séance, ça se passe très mal en séance, la gauche se réveille, on est en 64, l'Empire subit son tournant libéral, et en fait le député Huret prétend auprès de D'Aigremont que Eugène Rougon a dit que mon frère réussisse. Donc, non pas un impératif qu'il voue hégémonie, mais en fait une sorte d'optatif dans lequel ils vont tous se réfugier. D'Aigremont va être ravi par cette conclusion. Mais ce que je trouve très intéressant du coup, c'est que pour le coup, on a établissement ici d'une forme de cercle, enfin d'une forme d'horizontalité de la confiance entre ces gros capitalistes, ces gros syndicataires, et en même temps, c'est un cercle qui ne repose sur rien. Il n'a pas sa caution première. On est dans une forme de théologie, enfin, je ne sais pas comment le dire, d'une certaine manière, dans une sorte de foi sans garantie, ou de foi sans garant, enfin, dans un cercle dans lequel il y a une forme de maillon manquant. Et je crois que, du coup, c'est aussi la raison pour laquelle ce roman est un grand roman de la confiance. La raison pour laquelle je te faisais tout à l'heure un clin d'œil, Anne, à propos de ce chapitre 3 de L'Argent, c'est parce que, pour une raison inexplicable, c'est un chapitre dans lequel il n'arrête pas de pleuvoir, de faire beau, de pleuvoir, de faire beau, et où le personnage principal se demande toujours s'il va prendre une voiture, aller à pied, prendre une voiture, aller à pied, et où en fait il est totalement le jouet de l'aléa. Et pourquoi est-ce que Zola a voulu monter ça? Ça n'a aucune raison, tu vois, d'un ordre diégétique. On a l'impression que c'est saturé à un autre niveau que celui de l'indice, que ça a probablement une signification seconde. Ça a un rapport avec, je sais pas, la spéculation et le kairos, si tu veux. Mais pourquoi ce délire météorologique dans ce chapitre? C'est très intéressant, cette mise en scène de l'aléa météo. Donc, première remarque sur l'argent, au point de vue de la diégèse, c'est la manifestation de cet enjeu de confiance horizontale. La deuxième remarque que je voulais faire, et puis je vais la faire peut-être plus rapidement, c'est que, évidemment, la bourse telle qu'elle apparaît dans ce roman, c'est un système de signes dérivés. C'est un système de signes seconds. J'ai déjà introduit cette idée en introduction. On est dans un nouveau régime de la valeur, on l'a dit avec Jean-Joseph Gou, et du coup, on est dans un roman dans lequel le banquier fondateur Saccard et puis tous les agents, tous les boursiers qui travaillent pour lui, doit surveiller et maintenir un titre. La cote devient un signe second, un signe dérivé qui certes fait référence à des fondamentaux industriels, à des projets industriels, mais qui en est en fait progressivement détaché. Il y a des référents industriels. Cette grosse banque, elle n'est pas née pour rien. Elle est née d'une série de projets qui existent, qui ont été conçus par un ingénieur qui revient du Moyen-Orient et qui s'appelle Hamelin. On peut se perdre en conjecture sur les raisons pour lesquelles Zola a choisi ce nom, mais je trouve intéressant que Hamelin soit précisément le nom d'un, sauf erreur de ma part, d'un ingénieur saint-simonien qui est effectivement passé par le Moyen-Orient, et puis aussi d'un militaire. Il faudrait que je retrouve. J'avais enquêté sur l'origine possible de ce nom chez Zola, mais peu importe. En tout cas,
Le roman commence par un exposé de projets industriels possibles touchant le Moyen-Orient. C'est un projet méditerranéen, si vous voulez, le projet industriel de cette banque parisienne dans l'argent. Il s'agit de syndiquer les compagnies de paquebots qui traversent la Méditerranée et qui, prétend le texte, se tuent par la concurrence. Il s'agit d'ouvrir une mine d'argent au Carmel. Il s'agit de déployer un réseau ferroviaire en Asie mineure. Il s'agit éventuellement de fonder une banque nationale en Turquie pour financer tous ces projets. Ce sont des projets qui sont tous en fait situés en dehors de Paris, hein, parce que l'un des problèmes que se posait Zola en créant ce roman, c'est comment je fais si moi, romancier progressiste et qui est décidé de croire en l'aspect fécondant de l'argent dans ce roman, comment faire pour donner une idée du progrès sans que ça soit invraisemblable pour le lecteur parisien. Je ne peux pas mettre en face de ma spéculation parisienne des industries qui naîtraient comme ça aux portes de Paris, ça ne sera pas crédible. Il faut que je maintienne ça dans l'éloignement d'un Orient de fantaisie un peu néo-saint-simonien, ou saint-simonien à la manière du 2e, 19e siècle, et que je fasse en sorte que mon personnage d'ingénieur, Hamelin, fasse la navette entre Paris et la Syrie pour observer en fait le progrès de ces projets. C'est ce qui se passe et c'est ce qui permet à Zola, comme il le dit, de résumer 50 ans de progrès industriel en 3, en gros. Donc, j'y reviens, il y a des fondamentaux attestés dans le roman. Ils sont attestés après le désastre, après le krach final de cette banque à la bourse, et ils sont attestés dans un chapitre central du roman, le chapitre 7, qui est un chapitre absolument important, j'y reviendrai peut-être. Mais il y a d'un autre côté les marchés. La bourse de Paris, en particulier les marchés à terme, qui créent de la valeur autour de l'appréciation de ces fondamentaux et à partir de l'effet de confiance produit par les augmentations de capital successives de cette banque. On est absolument dans la représentation d'un schéma qui a été très souvent commenté dans la presse depuis 2008. Je me souviens encore d'un article de Paul Jorion dans la revue Le Débat dès 2008 ou je sais plus, c'était peut-être au printemps 2009 qui expliquait pourquoi la finance mondiale et le capitalisme étaient voués à l'extinction, parce que en fait c'est une souris qui soutient un éléphant, et à peu près ça que veut effectivement représenter Zola, c'est qu'en définitive, les fondamentaux industriels sont très minces ici par rapport au délire spéculatif qui les prend pour fondement. Il y a donc une histoire de bulle. Bon, l'argent, c'est une histoire de bulle, une histoire de fiction, et c'est parce qu'il y a bulle qu'on peut passer aussi brusquement, lors du krach final, à la fin du chapitre 10, de l'extrême confiance, comme le dit le texte, c'est-à-dire de l'engouement aveugle, à la réaction de la peur, comme le dit le texte à la fin du roman. C'est que cette confiance, elle se porte en définitive que sur des valeurs nominales, consiste à imiter un spéculateur, Saccard lui-même, qui de toute façon est un spéculateur qui sombre dans une folie qui consiste à fétichiser un cours. Saccard veut que son titre atteigne le cours de 3000 francs, il le veut sans commune raison, et c'est l'explication de l'effondrement final. Alors, l'argent n'est pas le seul roman à représenter évidemment la bourse comme un jeu sur les signes seconds, sur la circulation des signes seconds. Il y a des romans de Jules Verne qui le font extrêmement bien et qui le font d'autant mieux que Jules Verne connaissait bien les marchés. Le chapitre 15 d'un roman comme Les 500 millions de la Bégomme, c'est un chapitre sur la bourse. Hein. Mais ce qui est intéressant dans le roman de Zola, c'est qu'il installe une opposition entre spéculation raisonnable et spéculation irrationnelle, c'est-à-dire entre réalisme industriel et fiction spéculative, mais il l'installe pas exactement comme le font en fait d'autres petits romanciers de l'époque. Bon, comme vous le savez peut-être, au centre de ce roman, l'argent, il y a une rivalité entre un banquier juif baptisé Gundermann et le banquier, le personnage principal, le personnage de Saccard, Aristide Rougon. Et à travers cette rivalité en fait bancaire, Zola a voulu mettre en scène une rivalité effective dans les années 1850. Puis les frères Pereire, les fondateurs du Crédit Mobilier.
Et c'était pas simplement une opposition d'hommes, en définitive. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une opposition de principes financiers. C'est-à-dire qu'en fait, James de Rothschild, c'est quelqu'un qui, comme le dit Zola, et puis le roman L'argent médite là-dessus, c'est quelqu'un qui ne finançait des emprunts d'État, etc., ou des investissements industriels que sur fonds propres, entre guillemets. C'est un capital qu'il possédait, tandis que les frères Perret représentent tout à fait l'argent moderne, c'est-à-dire en fait l'argent par émission. Le trafic avec l'argent des autres, le fait de constituer des institutions financières qui consistent en fait à en appeler à l'épargne pour constituer un capital et investir en fait grâce au capital d'autrui. C'était le principe du crédit immobilier et c'est aussi la raison pour laquelle cette banque a fait une faillite retentissante en 66 ou en 67, je ne sais plus. Mais enfin, bon, travailler avec l'argent des autres, c'est un motif, c'est un cliché hein, dans la littérature du 19e siècle. Hein, je crois que c'est le titre de la deuxième partie d'un roman de Gaboriau en 73, ou alors c'est le titre d'un roman de Gaboriau, je crois, L'argent des autres. C'est une expression toute faite qu'on retrouve aussi, mais dans des romans dès les années 1850, pour décrire en fait cette nouvelle tendance de la finance qui est le financement par émission. Mais du coup, ce qui est très intéressant dans l'argent, c'est que tout le vocabulaire du réalisme, de la référentialité industrielle, du rationalisme, bref, le vocabulaire du naturalisme, c'est un vocabulaire qui se reporte sur le personnage du banquier juif, qui est du côté de la logique, versus, en définitive, le banquier Saccard, qui, lui, est du côté de la fiction, la bousculade des ambitions et des appétits, etc. Et donc, on peut être tout à fait étonné par cette translation de vocabulaire qui est manifeste hein, dans certains passages. Je regarde s'il n'y a pas une ligne qui pourrait être évoquée plutôt que d'autres. Voilà ce que dit le personnage à un moment donné, enfin, voilà ce que dit le récit à un moment donné à propos du personnage de Gundermann. Son raisonnement était qu'une action vaut d'abord son prix d'émission, ensuite l'intérêt qu'elle peut rapporter, et qui dépend de la prospérité de la maison, du succès des entreprises. Il y a donc une valeur maximum qu'elle ne doit raisonnablement pas dépasser, et dès qu'elle la dépasse, par suite de l'engouement public, la hausse est factice, la sagesse est de se mettre à la baisse avec la certitude qu'elle se produira, etc., etc. Le vocabulaire de la logique, de la raison est du côté du banquier juif, ce qui met le roman de Zola aux antipodes de toute la production antisémite, si vous voulez, dans cette veine financière, dans le roman du 19e siècle, où c'est toujours le juif qui est du côté de la jouissance, l'intempérance, la déraison, la production de fiction, etc., naturellement. Zola en prend ici le contre-pied. Mais je pense que ce qui intéresse Zola, c'est... Alors peut-être deux choses. Il y en a une sur laquelle je vais passer extrêmement vite. Ce qui intrigue Zola, c'est la question de savoir à quel point, en fait, même si on part de cette opposition entre la finance folle et la finance référentialiste ou la finance appuyée sur des garants industriels, ce qui intéresse Zola, c'est une question toute simple qu'il a posée à plusieurs de ses informateurs à l'époque, c'est est-ce qu'il est possible, quand on parie sur un titre, de parvenir à défaire toutes ses contreparties, de l'emporter sur le marché, et en définitive de faire advenir ce qui n'était pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans la finance qui serait de l'ordre de la self-fulfilling prophecy? Est-ce que vraiment je peux parier sur un cours et obtenir que les choses soient, tout simplement? Et c'est une question qui a intrigué Zola. On avait travaillé un peu là-dessus avec Agathe Nowak-Le Chevalier et Nicolas Vanlin dans la journée sur le faux à la CERD il y a bien longtemps, c'était en 2012, mais enfin les actes se trouvent sur le site de la Société des études romantiques et 19e, qui était de savoir dans quelle mesure le 19e siècle, en tout cas dans la sphère financière, ne s'est pas inquiété de ça, du fait qu'il était possible en fait de faire advenir quelque chose qui au départ était de l'ordre du pari ou du faux, d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas un nouveau régime du faux 19e qui n'a pas simplement fasciné les Français, mais qui a fasciné aussi les Américains qui ont écrit des romans financiers? C'est-à-dire que c'est une des causes de la fréquence du thème de l'accaparement chez les romanciers américains comme Frank Norris, imitateur d'Émile Zola, qui met en scène en fait des spéculateurs qui se demandent si c'est possible, par exemple, de confisquer tout le blé et ensuite de le vendre à la valeur qu'on veut, en définitive.
Et le roman The Pit de Frank Norris raconte ça, raconte cette tentative de corner, d'accaparement sur tout le blé des États-Unis pour ensuite en dicter le prix à ceux qui se sont engagés à en acheter, mais désormais n'ont plus aucune maîtrise sur les cours. Bon, Zola a caressé dans son roman L'Argent cette idée que ce qui était troublant avec cette finance qui repose désormais intégralement sur un régime du relatif et de la confiance mutuelle, est-ce que finalement une bulle ne peut pas se maintenir, en fait, si vous voulez, c'est ça l'idée. Est-ce qu'une gigantesque bulle ne peut pas continuer à grossir tant que tout le monde est d'accord, d'une certaine manière? C'est plus une question de gré. Et à partir du moment où... qu'est-ce qui fait échouer une spéculation de cet ordre-là? Et on voit très bien que ça pose un tas de problèmes aux romanciers qui se disent mais c'est vrai, j'ai pas envie de faire un mélodrame de l'ambigu, disait Zola, j'ai pas envie de faire en sorte que ça soit une misérable trahison interne dans la banque ou alors une affaire de femme qui fasse que tout se retourne et que la vérité soit révélée, ce qui est un peu quand même ce qui se passe dans L'Argent. Mais Zola se demandait ce qu'il allait trouver comme pivot scénarique pour expliquer que la bulle se dégonfle en définitive. C'est un problème qu'il avait à résoudre en même temps qu'il écrivait ce roman, et on sent qu'il suivait une pente qui aurait pu l'amener à penser que la fiction peut vivre de la fiction. En tout cas, il s'en est inquiété. Bon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, pour finir sur cette question de confiance entre les acteurs du marché, il y a quelque chose que pointe bien le roman, c'est le fait qu'il est catastrophique. En revanche, ça c'est peut-être aussi l'une des raisons de l'échec de cette banque, il est catastrophique que les gros actionnaires principaux se mettent à se défaire de leurs actions. C'est là que ça devient effectivement un signe extrêmement inquiétant pour les marchés, c'est ça que dépeint L'Argent, c'est ça qui se passe en fait dans les chapitres 8 et 9, et puis c'est ça qui explique la catastrophe finale. Je passe. Je vais être assez rapide sur la troisième remarque que je voulais faire sur la manière dont le roman de Zola réfléchit à la question de l'imagination, du règne de l'imagination dans ce roman, du règne de la fiction. Il y a, je l'ai dit, en fait, une opposition entre deux modèles bancaires dans le roman L'Argent, la banque sur fonds propres et la banque par émission. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette banque moderne, donc la banque fondée sur l'émission de titres, sur le placement d'actions, c'est une banque qui est assimilée, et c'est ce qui apparaît dans les propos du banquier juif dans le récit, c'est une banque qui est assimilée à l'imagination. À un moment donné, Gunderman dit au personnage de Saccard, vous avez beaucoup trop d'imagination, et c'est pour ça que vous allez échouer. Et Saccard se prend au jeu et le défie du coup sur les marchés. Et là, évidemment, bon, ça touche à tout un autre aspect du récit, mais sur lequel, à mon avis, on peut passer rapidement, parce que Philippe Hamon a écrit dessus des pages qui sont étincelantes, hein, sur le régime de la fiction dans L'Argent de Zola, dans le sens où L'Argent de Zola, c'est un roman qui met en scène un spéculateur sous les traits d'un poète du million, comme c'est dit 1000 fois dans le roman. C'est un roman qui met en scène une banque qui donc est très largement fictive, dans le sens où son capital n'est pas intégralement souscrit, c'est-à-dire en fait ses titres sont menteurs, et tout fonctionne d'un point de vue comptable par un système de jeu d'écriture. Et cette expression jeu d'écriture, Zola l'emploie souvent dans le roman. Philippe Hamon, évidemment, se délecte de cette confirmation, si vous voulez, du fait que c'est un roman intégralement méta-romanesque, bien sûr. C'est un roman qui met en scène presque sa propre inventio, enfin, dans le sens où, à un moment donné, on voit le spéculateur Saccard rêvant devant les projets industriels tels qu'ils se présentent sous ses yeux, parce que Madame Caroline, la sœur de l'ingénieur Hamelin dont je parlais, a fait, à l'époque où son frère travaillait au Moyen-Orient, a fait des esquisses, des aquarelles, des dessins qui représentent les projets industriels possibles d'une future banque. Et en fait, c'est à partir de ces dessins que le personnage du spéculateur se met à lancer comme ça des noms de baptême. La Société des mines d'argent du Carmel, et ainsi de suite. Et en fait, ça se passe au début du roman, dans le chapitre 2, et d'une manière assez visible, si vous voulez, tout le plan du roman imite cette espèce de phénomène de lançage. Ce qui c'est d'abord, c'est un conte. Hein, le mot conte des mille et une nuits, qui est utilisé dans le... Je me suis débrouillé pour vous mettre des extraits de romans qui recouraient, par exemple, à cette référence au conte des mille et une nuits. C'est une référence qui est perpétuelle. Dans le roman, je pense qu'on peut passer vite sur cette question-là, hein, l'utilisation du mot conte.
et sur cette idée que le roman est saturé d'éléments métafictionnels qui, d'une certaine manière, si vous voulez, l'étude de Philippe Hamon sur l'argent comme roman sur la fiction, vous pouvez la mettre en face de l'autre étude de Philippe Hamon sur l'enquête du juge d'instruction Denizet dans La Bête humaine comme réflexion, elle aussi, sur une invention en fait, à la limite déraisonnable à force de logique. Ben là, c'est à peu près le contraire, ce que fait Zola dans L'argent. C'est aussi une fiction, mais c'est une fiction qui est du côté, elle, de l'imagination et de la surchauffe passionnelle. Mais en définitive, on peut se demander raisonnablement si ces deux romans qui se succèdent ne sont pas des romans jumeaux. Bon, je parle sous le contrôle de Thomas. Moi, je ne sais pas si en étudiant les cycles romanesques, Thomas était intéressé à ces phénomènes d'écho et d'écho thématique, mais il est évident qu'ici, on a l'impression que, à partir de L'argent, c'est probablement pas le premier roman, enfin, à partir de La Bête humaine, Zola entame une réflexion sur ce que c'est que la fiction, la production de fiction, ce que c'est que la mise en scène aussi de la production de fiction, et évidemment, le terme journalistique, enfin, le thème journalistique, il est intégré là-dedans. Voilà. Il y a un personnage dans le roman qui s'appelle Jean Trou, et qui est un personnage de directeur de journal qui est appointé par Saccard. Il devient le directeur du journal L'Espérance, qui est la feuille en fait financière qui va soutenir les cours, qui va soutenir la politique publicitaire en fait de Zola. Moi, ce sur quoi je voudrais simplement insister, hein, c'est sur le caractère. Se développe une sorte de récit, pour dire les choses simplement, se développe une sorte de récit qui est un récit de conquête de l'Orient, qui puise dans un modèle épique, qui puise dans le souvenir des croisades. C'est tout à fait explicite dans les exemples que j'ai communiqués dans cet exemplier, qui puise dans le souvenir de quelque chose d'inabouti, peut-être, pense Saccard, dans l'épopée égyptienne de Napoléon. Il y a toute une méditation du roman sur le projet réel que Napoléon pouvait avoir en tête au moment où il a été arrêté par un général anglais devant Saint-Jean d'Acre. Enfin bon, et le roman ne cesse de méditer sur ces grands modèles épiques. Donc, il n'y a pas simplement énumération de projets industriels dans L'argent de Zola, il y a aussi évidemment mise en récit de conquête, de reconquête de l'Orient, de gigantesques rebalancements en fait de l'Ouest vers l'Est, de reconquête de Jérusalem, hein, c'est l'idée ultime en fait de ces banquiers. Toute une thématique, et je vais y venir tout de suite, toute une thématique catholique qui fait que l'ultime projet de cette banque, c'est de remettre le pape sur son trône à Jérusalem. J'y reviendrai dans 2 minutes. Du coup, ce que fait le roman de Zola, c'est que c'est un roman qui met en scène en fait la performativité, c'est récit. Ça se voit dans le premier exemple de la page 92, bon, que je lirai peut-être un peu plus tard, mais qui est un exemple de la façon dont Saccard, s'emparant des projets de l'ingénieur Hamelin, les scénarisant, en parlant, les exaltant, convainc d'abord ses 2 auditeurs, Hamelin et sa sœur, très raisonnable, qui est pourtant plutôt une lectrice malévole, comme dirait Stendhal, enfin qui est plutôt sceptique et qui n'est pas prête à entendre ces projets déraisonnables, et c'est ainsi de suite. Évidemment, grâce à ces journaux, Saccard va convaincre Paris et la France entière. Mais je crois que ce qui est intéressant, et ça je le dis pour rebondir sur une remarque ou sur une réserve qui était celle qui était contenue dans le premier paragraphe du texte de présentation de ce séminaire, c'est que je ne crois pas qu'on soit dans une forme de storytelling manipulatoire, parce que en fait, ce qui est intéressant dans le roman, c'est que le personnage de Saccard, il s'exalte lui-même, il se grise, c'est-à-dire qu'en fait, il est à la limite lui-même pénétré par ses propres fictions, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a un petit moment dans lequel le journaliste en chef, en quelque sorte, du roman, le personnage de Jean Trou, se perd dans les propres récits, enfin dans la multiplicité des récits qu'il orchestre depuis les journaux qu'il commande. Il y a une phrase qui dit à un moment donné, je la lis, « Jean Trou était dans une grande perplexité, placé à la source des bruits, les fabriquant lui-même au besoin, il se comparait plaisamment à un horloger qui vit au milieu de centaines de pendules et qui ne sait jamais l'heure exacte. » Et effectivement, du coup, on n'est pas simplement dans une opération de
à la Robert Macaire de séduction verticale d'un actionnariat gogo, c'est-à-dire qu'effectivement ici tout le monde s'illusionne, y compris en fait ceux qui sont à la manœuvre. Alors, ça amène d'ailleurs Philippe Hamon à se poser la question, mais finalement, quelle sorte de performativité on a à faire? On est dans une thématique de l'immatériel qui fait suite à des thèmes très matériels qu'on a pu rencontrer sous la plume de Zola, hein, le ventre de Paris, au bonheur des dames, etc., avec les vêtements qu'on vend, le sac de millions qu'on dépose sur le bureau le soir. Bon, Philippe Hamon médite sur la différence entre un roman comme L'Argent et puis ses romans de la matérialité, et il écrit la chose suivante. Zola explore et décrit de façon lucide la notion même moderne de pouvoir qui réside dans quoi? Dans la maîtrise des modes de circulation accélérés des signes, des actions et des valeurs immatérielles. C'est-à-dire qu'en définitive, tous les enjeux du mensonge et de la fiction ici, ça n'est rien d'autre que faire circuler plus vite les signes, d'une certaine manière. C'est tout. C'est ça que raconte ce roman. Alors, je voudrais terminer ce petit point sur l'histoire du roman en rappelant, enfin je l'ai fait il y a 5 minutes, que c'est quand même un roman sur la foi catholique aussi. C'est pas simplement un roman sur la confiance des marchés, c'est pas simplement un roman sur la confiance dans la finance dématérialisée. C'est un roman qui s'inspire de la chute de cette banque qui s'appelle l'Union Générale, qui est tombée en 1882 par la suite de ces exactions. C'est tout à fait passionnant de travailler sur la chute de l'Union Générale, mais il y a déjà des sociologues de l'antisémitisme financier qui l'ont fait dans les années 81. Et en fait, je crois qu'on a complètement oublié en revanche que la chute de l'Union Générale et l'extraordinaire acrimonie que cette chute d'une banque catholique a déclenché chez les cléricaux et les classes les plus conservatrices de la société française, c'est un incroyable ferment pour le déclenchement de l'affaire Dreyfus. Il n'y a pas de solution de continuité entre le krach de l'Union Générale en 82 et l'affaire Dreyfus, et on le voit très bien parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une affaire judiciaire en 1892, 10 ans plus tard, qui impliquait l'ancien juge d'instruction en fait du krach de l'Union Générale, et à ce moment-là, on voit très bien qu'il y a eu une extraordinaire campagne de presse contre ce juge d'instruction qui a été elle-même pilotée par des espèces de revanchards, des perdants catholiques et réactionnaires de l'Union Générale, et que voilà, ça prépare, si vous voulez, ça prépare tout à fait, c'est le terreau de l'affaire Dreyfus. Je passe là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que donc effectivement, il y a un personnage dans ce roman, le personnage le plus raisonnable, le plus rationnel, le personnage de l'ingénieur, c'est aussi un personnage de catholique animé d'une foi ardente, et qui a en effet pour objectif ultime étant donné ce qu'est la politique complètement erratique de l'empereur par rapport au processus d'unité italienne, étant donné la catastrophe de la diplomatie de Louis-Napoléon Bonaparte et la manière dont elle malmène en fait les catholiques de France parce qu'elle malmène le pape, il y a le projet chez ce personnage de mettre en fait le pape remettre sur son trône à Jérusalem en lui constituant une sorte de trésor du Saint-Sépulcre qui ferait que la religion catholique régnerait sur le monde depuis les lieux saints, et il y a une forme de... Et je me demande du coup si le fait que le terme catholico signifie aussi universel, je me demande si ce n'est pas aussi une raison pour laquelle effectivement la banque de Zola s'appelle la banque universelle. Mais évidemment, ça apporte quoi? Ça veut dire que du coup, le roman, en définitive, il ne se caractérise pas forcément par la surabondance du lexique de la confiance, mais plutôt il se singularise par la surabondance du lexique de la foi, évidemment de la croyance, etc. C'est-à-dire qu'ils sont tous animés d'une foi ardente, etc. Et cela dit, alors on parle de la foi aveugle de tous les actionnaires, évidemment. Alors, je pense en fait que ça présente plein d'intérêts, hein, parce que le personnage de Saccard lui-même, il faudrait lire des passages précis, mais ça se voit à certains passages, le personnage de Saccard, prenant acte de la foi des actionnaires, se met lui-même à croire, en fait. Il y a un passage qu'il dit texto dans le chapitre 4 ou dans le chapitre 5, il est en fait gagné par la foi de tous, il se met à croire. Ça me rappelle un passage intéressant de la petite introduction d'Alexandre Perrault sur le crédit dans la poétique balsacienne, dans lequel Alexandre Perrault dit « Elle est intéressante, cette racine crède ».
qu'étudie Benveniste, en fait, parce qu'en fait, le cred, celui qui a du crédit, celui dans lequel on croit, c'est celui qui est dépositaire aussi d'une part de la protection divine, et en définitive, il est lui-même un peu divinisé d'une certaine manière, celui qui a du crédit. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ça chez le personnage de Saccard, étant donné le comportement des souscripteurs par rapport à lui. C'est un personnage qui se convertit, et c'est un personnage qui est même d'une certaine manière sanctifié. Hein. C'est comme s'il y avait une sorte d'effet réversif de la foi de tous ces petits actionnaires. Alors, cela dit, je ne sais pas dans quel ordre prendre les choses, parce qu'on a plutôt l'impression que ce lexique de la foi, ou alors de la grâce, ou alors de l'ardeur qui pullule dans le roman, je me demande s'il est dû au thème catholique, ou si, inversement, Zola s'est dit « Tiens, je vais prendre l'affaire de l'Union générale parce que ça me permet de dire quelque chose d'essentiel de la spéculation à travers, évidemment, cette thématique catholique. » Je crois que, en fait, l'argent, comme le disaient certains commentateurs de l'époque, c'est un roman de transition. C'est un roman de transition dans lequel résonne ce que va faire Zola, ce qu'il fait aux alentours, ce qu'il a commencé à faire. C'est-à-dire que c'est un roman dans lequel tous les personnages qui sont les souscripteurs de cette banque sont tendus vers ce projet fou qui n'est jamais mentionné, qui doit rester un mystère, comme le dit le roman, dont il ne faut pas parler, sinon tout le monde se moquerait. Le projet fou, donc, de remettre le pape à Jérusalem. C'est une chose non dite. Et je trouve qu'il y a une espèce d'homologie entre ce rapport de foi collective à quelque chose qu'on doit taire, et puis quelque chose qui est quand même le moteur du roman qui suit, c'est-à-dire de La Débâcle, qui me semble, par certains égards, être un roman qui incorpore, vous savez, le mot de Gambetta selon lequel la revanche, il faut y penser toujours, mais n'en parler jamais. Et c'est quelque chose qui me paraît complètement structurant dans La Débâcle. En tout cas, il me semblait m'être aperçu de ça quand j'ai lu ce roman, et je me demande s'il n'y a pas là une homologie de structure entre les deux romans de ce point de vue-là. Mais je trouve aussi qu'il faut prendre garde à quelque chose qui est une chose que peut masquer, en fait, les dates de publication des romans successifs de Zola, c'est que L'Argent est un roman qui est publié en mars 91, et que, en définitive, très peu de temps après, septembre 91, en passant par hasard en voyage par Lourdes, Zola est stupéfait, en fait, du défilé des croyants devant la grotte de Lourdes, et il commence tout de suite à prévoir son roman Lourdes, qui va être écrit beaucoup plus tard, en définitive, parce qu'il a du travail avant, il faut qu'il boucle La Débâcle, il faut qu'il écrive le Docteur Pascal, etc. Mais il est déjà dans une méditation sur ce qu'il appelle l'immense besoin d'illusion et de mensonge, en fait, de l'espèce humaine, qui le plonge, lui, rationaliste, dans une forme de pitié. Et je me demande s'il n'y a pas déjà de ça, en fait, dans L'Argent de Zola, ou s'il n'est pas extrêmement, en fait, sensible à cette question de la foi aveugle à Lourdes, parce que ça a déjà été la matière, en fait, de ses romans précédents, parce que je pense que c'est aussi, évidemment, au centre du Docteur Pascal. Hein. Enfin, voilà, la problématique de la série, c'est qu'elle permet aussi, j'ai l'impression, Thomas, enfin là, je suis désolé, je parle sous ton contrôle, mais elle permet d'enchaîner des romans qui, d'une certaine manière, ont un fil conducteur. Je suis troublé par cet enchaînement, L'Argent, La Débâcle, le Docteur Pascal, Lourdes, autour, en fait, de cette question de la foi, au-dessus de la question de la confiance. Bon, j'ai passé trop de temps sur la description du contenu du roman, et je vais être obligé d'être plus rapide, plus synthétique, sur la deuxième partie de mon propos, qui était de savoir comment est-ce qu'il faut que nous, lecteurs, nous apprécions le pouvoir de ce roman. Et la performativité de ce roman même de Zola, la question se pose, en fait. La question se pose parce que d'abord, première remarque, c'est un roman à thèse. C'est un roman que certains commentateurs commentent comme un premier roman à thèse d'Oeil Rougon-Macquart, c'est-à-dire en fait un roman qui épouserait déjà une formule qui va être celle de certains opus des 4 évangiles, ou qui fait déjà penser en fait aux 3 villes, justement. C'est un roman qui a une thèse, elle est dictée dans une citation que j'ai mise ici, elle est d'ailleurs étrange, cette thèse, parce qu'elle n'est pas franche. Je lis peut-être les paragraphes 1 et 3, qui sont les paragraphes 1 et 3 de l'ébauche du roman L'Argent. Je voudrais, dans ce roman, écrit Zola, ne pas conclure au dégoût de la vie, pessimisme.
La vie telle qu'elle est, acceptée malgré tout pour l'amour d'elle-même, dans sa force. Ce que je voudrais ensemble de toute ma série des Rougon-Macquart. Et il ajoute, un paragraphe plus tard, sur l'argent, sans l'attaquer, sans le défendre. Ne pas opposer ce qu'on appelle notre siècle d'or, ce qu'on nomme les siècles d'honneur, ceux d'autrefois, montrer que l'argent est devenu pour beaucoup la dignité de la vie, le rend libre, l'hygiène, etc., etc. Et puis, dernière phrase, puis la force irrésistible de l'argent, un levier qui soulève le monde, il n'y a que l'amour et l'argent. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce mouvement dialectique, c'est une fausse dialectique, parce qu'en définitive, c'est je n'attaque pas, je ne défends pas, mais je pense que c'est nécessaire. Et il le dit parfois d'une manière beaucoup plus radicale, hein. Il le dit comme ça, dans les termes que je viens de résumer, à son correspondant hollandais, Van Santenkolff, le 9 juillet 1890, il écrit, dans le roman que je suis en train de préparer, je n'attaque ni ne défends l'argent, je le montre comme une force nécessaire jusqu'à ce jour, comme un facteur de civilisation et de progrès. Donc c'est une forme tout à fait mûrie et radicalisée de ce qu'il écrit dans son ébauche, et les déclarations qu'il fait en fait à la presse à la même époque sont encore plus nettes. C'est une fausse dialectique dans laquelle, en définitive, le troisième terme est une reformulation de l'idée qu'on va défendre l'argent, mais sous l'angle de la nécessité ou de la nature économique, d'une certaine manière. Donc tout ça est complètement en accord avec ce qu'écrit Zola dans son chapitre qui s'appelle L'argent et la littérature, ou l'argent et les lettres, je ne sais plus, à l'intérieur du roman expérimental, qui est un chapitre de la même motive. Tout ça a été parfaitement repéré par les lecteurs de l'époque, hein, que ce soit les lecteurs qui étaient les mieux intentionnés vis-à-vis de Zola, ou les lecteurs qui étaient plus à même de détecter en fait, les biais en quelque sorte libéraux, pour aller vite, de ce roman, c'est-à-dire des lecteurs comme Paul Lafargue, qui, comme André Wurmser plus tard au XXe siècle, lit le roman L'Argent comme un roman libéral. Enfin, c'est-à-dire il y a débat autour de l'argent, comme il y a débat autour du médecin de campagne de Balzac, on peut faire une lecture parfaitement de ce roman. C'est pas tout à fait la lecture de Philippe Hamon, qui préfère, lui, expliquer que c'est un roman, en fait, qui est une sorte de manifeste de neutralisme, au contraire, tout à l'honneur du naturalisme, mais la question se pose. Donc, première remarque, on ne peut pas ignorer ça, le fait qu'on est dans un roman qui est un roman, comment dire, avec des failles, bien sûr, comme dirait Suzanne Suleiman, mais plutôt un roman à thèse. Bon. Deuxième remarque, on est dans un roman qui installe une forme de rhétorique de la lecture. Et je reprends le terme de Michel Charles parce qu'il est tout à fait en fait approprié pour essayer de décrire la façon dont Zola a réparti dans son espèce d'opéra de lecture, des espèces voilà, je ne sais pas, des herméneutiques internes qui ne sont pas d'ailleurs là où on pense qu'ils sont. Par exemple, dans tous les romans de l'époque d'Émile Zola, qui portent sur la bourse ou sur le krach de l'Union générale, très souvent, les romanciers qui sont eux-mêmes, que ce soit des romanciers socialistes antisémites ou que ce soit des romanciers cléricaux antisémites, ce sont des romans qui très souvent en fait mettent en scène un personnage de romancier ou d'artiste vertueux qui en fait en quelque sorte fait office de juge dans la fiction, montre ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas faire, et qui devient, si vous voulez, le porte-parole d'un discours anti-spéculation tout à fait net. C'est exactement ce que Zola ne fait pas dans L'Argent. Alors, de manière assez étrange, il met en scène finalement la figure du romancier, elle est bel et bien là, mais dissociée déjà entre deux personnages. Un jeune homme qui s'appelle Jordan, un homme qui s'appelle Jean Trou. Ce Jordan, c'est Zola en 1865-1866, c'est-à-dire un jeune homme qui est en train d'écrire un roman, qui déteste la spéculation, qui vient de perdre son père suite à des affaires malheureuses, etc., etc. C'est Zola lui-même, c'est un autoportrait, mais un autoportrait en quelque sorte dévitalisé par le fait que d'abord on le voit peu, ensuite il est complètement mièvre, et il est résumé finalement par une exécration de la bourse complètement caricaturale. La bourse, moi jamais, je déteste la bourse, ce qui n'empêche pas qu'il va travailler dans le journal L'Espérance, téléguidé par Saccard, qui est le journal de cette institution financière. Et donc, quand je disais dissociation de la figure du romancier, de l'autre côté, on a Jean Trou, ancien universitaire, qui complètement vicieux, on ne sait pas ce qu'il fait, mais enfin, on nous le décrit sans arrêt comme extrêmement sale, et on comprend qu'il va dans tous les escaliers louches de la ville. Il est toujours décrit comme survivant à une noce crapuleuse, comme dit le texte, on ne sait jamais ce qu'il fait de ses nuits, mais on imagine le pire. Et en fait, est ravi de rentrer, comme il le dit dans le CPêtre, et de devenir directeur du journal que Saccard veut à son service. Et ils travaillent tous les deux dans la même salle de rédaction, Jordan, Jean Trou.
Et en définitive, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ni l'un ni l'autre ne peut faire figure de projection du romancier judicateur habituel du roman financier, parce que d'une certaine manière, ils sont tous les deux partiellement invalidés. En revanche, il y a un troisième personnage qui fonctionne, lui, comme un véritable opérateur de lecture dans ce roman, qui est un personnage que Zola conçoit assez tard dans son ébauche, un personnage extrêmement sympathique, que tout le monde aime à l'époque du roman, y compris les critiques les plus acerbes de cette fiction, c'est le personnage de Madame Caroline. Et ce personnage de Madame Caroline, qui est la sœur donc de l'ingénieur, est un personnage intéressant, elle est le pivot du roman, dit Zola dans son ébauche, je me mettre tout entier là-dedans, écrit Zola de la même manière, elle est l'espoir, et bref. Et ce personnage, en fait, il est très intéressant parce que, bon, qu'est-ce qu'il fait? C'est un personnage qui est là dans le roman, qui, de temps en temps, critique ouvertement ce qui se fait. Elle a lu le code de commerce et elle objecte à Saccard que la façon dont la banque va être lancée est incorrecte, elle n'est pas d'accord avec la façon dont on prépare l'émission pour la troisième augmentation de capital de la banque, elle déplore ceci ou cela, mais en même temps, elle est aussi complètement partagée, elle est clivée, parce qu'elle admire en fait ce spéculateur pour sa vie, sa capacité de faire de la vie, elle se donne à lui pendant toute une séquence du roman, et donc il y a un problème, si vous voulez, de neutralité du personnage entre jugement défavorable et puis adhésion. Les intermittences, si vous voulez, de son abandon au spéculateur qui sont tout à fait intéressantes. Et c'est pas simplement ça qui est intéressant, c'est que en fait, elle est dotée, ce personnage, elle est dotée d'une sorte de caractéristique physiologico-psychologique qui est qu'elle ne peut pas, au milieu du malheur, ne pas être reprise par une forme de reverdis, de sentiment printanier. C'est un roman qui se termine au printemps. Elle ne peut pas ne pas être reprise par l'espoir, le goût de vivre, l'appétit de vivre. Ça la prend comme ça la guide dans les rues où elle repart marchant avec son petit pas claquant et optimiste. Et en définitive, ce personnage, presque dominé par la circulation de l'espoir en elle-même, par sa physiologie presque, ou par cette psychophysiologie, ce personnage est exactement, dans le roman, l'incarnation du troisième terme naturaliste de l'ébauche, en définitive, de l'argent. C'est-à-dire que l'idée que l'argent est une force nécessaire dans le monde, qu'il est au service de la vie, il y a un personnage qui l'incarne à travers ces petites scènes de regain au plus profond du désespoir, c'est le personnage de Caroline, qui est un véritable cheval de Troie. Un véritable opérateur de lecture qui va dans le sens, en définitive, de l'innocuité de la ruine. Et qui fait que ce roman, si vous voulez, c'est un roman qui tourne le dos à toute une thématique financière un peu post-romantique qui envahit le 19e siècle, selon laquelle il n'y a rien de pire que la perte de son crédit, la ruine, la fin de tout. En fait, il n'y a plus de ruine dans ce système de la finance moderne fondée sur la confiance. Quand la confiance s'écroule, tout s'écroule, mais tout peut recommencer. Et le personnage qui incarne cette possibilité d'un regain, et ce caractère cyclique en fait de la vie financière, c'est le personnage de Madame Caroline. Ce qui fait que par une sorte d'intuition géniale, si vous voulez, Zola a trouvé, là, à travers ce personnage, quelque chose qui se dit au même moment chez les économistes, un peu avant Kondratiev, un peu avant Kitchin, mais quelque chose qui se dit chez des économistes français comme Clément Juglar, l'idée que les crises, en fait, sont de toute façon structurellement cycliques, que c'est naturel. De la même façon qu'il y a des liquidations boursières, eh bien, il y a des crises cycliques, il faut l'accepter, ça fait partie d'un grand processus naturel de l'économie, et Zola a trouvé par intuition un personnage pour le dire, mais du coup un personnage qui, à l'intérieur d'une rhétorique tendancieuse de la lecture, nous tend à faire adhérer à l'idée que, en définitive, ce spéculateur fou qu'est Saccard et destructeur, il est dans le vrai, il est dans le plan de la nature, et que ces entreprises industrielles sont dans le plan de la nature. Et ça me rapproche de mon avant-dernier point, qui consiste à se demander si, ça paraît une question complètement idiote, mais est-ce que le fait de représenter dans un roman la performativité des récits, est-ce que c'est pas déjà rendre ce roman performatif? C'est une question qui peut paraître complètement idiote, parce qu'on peut se dire, bon voilà, il n'y a pas de raison qu'un roman de l'ennui soit un roman ennuyeux. Est-ce qu'un roman qui représente la performativité des récits, c'est un roman lui-même performatif? La question se pose.
est-ce que la représentation de la performativité du récit fonde une performativité de ce roman libéral de Zola, de la même façon que, je ne sais pas, quand La Fontaine met en scène le discours du cerf dans les obsèques de la lionne, il dit quelque chose de la femme, si vous voulez. Enfin bon. On a dit qu'il y avait dans ce roman un vrai récit de développement qui est soutenu par tout un... Voilà, des structure épique, si vous voulez, souvenir des croisades, tentative égyptienne de Napoléon, rêve d'Alexandre le Grand, etc., etc. Et puis on peut ajouter à ça la thématique de la conquête saint-simonienne du Moyen-Orient en 1832, ou les références à Suez. Je passe sur quelque chose que j'aurais peut-être l'occasion de dire plus tard, c'est que pour Philippe Hamon, bon, il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'intrigue. Je laisse cette remarque-là pour plus tard parce que elle est peut-être, enfin, elle risque de nous déporter un peu. Et je voudrais m'approcher d'un problème qui est un problème qui me semble en fait singulier dans l'argent de Zola et que je soumets à votre réflexion. C'est à la limite la chose la plus importante que j'ai envie de dire. Et c'est ça porte sur les modes de citation du récit à l'intérieur de l'argent de Zola. Je crois que ce qui est troublant dans ce roman, pour le dire clairement et pour commencer, c'est que, et en fait il faudrait réfléchir, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres opus de Zola qui fonctionnent de la même façon. C'est un roman dans lequel le leitmotiv zolien, les phrases-thèmes à la Wagner que souvent la critique de l'époque dont la critique de l'époque lui attribue la maîtrise, le leitmotiv se confond avec l'usage naturaliste du discours indirect libre. Le mode dominant de restitution du récit épique dans l'argent de Zola, le mode dominant de restitution dans le texte de l'épopée de l'universel, c'est un direct libre. Un discours en direct libre qui, en première intention, est référé à Saccard et qui ensuite va progressivement changer, si vous voulez. Je voudrais me contenter de lire, en fait, in extenso, le premier extrait, c'est-à-dire ce qui se trouve en GF à la page 92. Dans ces quotidiennes causeries du matin, une fièvre s'était peu à peu déclarée, et si Madame Caroline retournait à ses naturelles, inhérentes à sa santé même, cela provenait du courage que leur apportait Saccard avec sa flamme active des grandes affaires. C'était chose presque décidée, on allait exploiter le fameux portefeuille de projet. Les éclats de sa voix aiguë, tout animé, s'exagérait. D'abord, on mettait la main sur la Méditerranée, on la conquérait par la Compagnie générale des paquebots réunis, et il énumérait hors de tous les pays du littoral où l'on créerait des stations. Il mêlait des souvenirs classiques, effacés, à son enthousiasme d'agioteur célébrant cette mer, la seule que le monde ancien eût connue, cette mer bleue, autour de laquelle la civilisation fleurit, dont les flots ont baigné les antiques villes, Athènes, Rome, Tyr, Alexandrie, Carthage, Marseille, toutes celles qui ont fait l'Europe. Puis, lorsqu'on s'était assuré ce vaste chemin de l'Orient, on débutait par la petite affaire de la Société des mines d'argent du Carmel. Rien que quelques millions à gagner en passant, mais un excellent lançage, car cette idée d'une mine d'argent, de l'argent trouvé dans la terre, ramassé à la pelle, était toujours passionnante pour le public, surtout quand on pouvait y raccrocher l'enseigne d'un nom prodigieux et retentissant comme celui du Carmel. Il y avait aussi du charbon à fleur de pays se cousine, sans compter les autres menues entreprises qui y serviraient d'entracte, des créations de banques, des syndicats pour les industries florissantes, une exploitation des vastes forêts du Liban, dont les arbres géants pourrissent sur place faute de route. Enfin, il arrivait au gros morceau, à la Compagnie des chemins de fer d'Orient, et là il délirait, car ce réseau de lignes ferrées jeté d'un bout à l'autre sur l'Asie mineure comme un filet, c'était pour lui la spéculation, la vie de l'argent, prenant d'un coup ce vieux monde, ainsi qu'une proie nouvelle, encore intacte, d'une richesse incalculable, cachée sous l'ignorance. Il en flairait le trésor, il hennissait de guerre à l'odeur de la bataille. Madame Caroline, d'un bon sens si solide, très réfractaire d'habitude aux imaginations trop chaudes, se laissait pourtant aller à cet enthousiasme, n'en voyait plus nettement l'outrance, etc. Le mode dominant de citation du récit épique, c'est le discours indirect libre.
on voit bien que dans le passage que j'ai lu ici, il y a des phrases qui tiennent en fait le même rôle que les incises du style indirect libre qui sont étudiées par Anne Banfield, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, il énumérait les ports, par exemple à la ligne 10, il est évident que ce discours il est référé, enfin la subjectivité qui envahit la narration, elle est identifiée, elle est nommée, c'est bien Saccard. On voit aussi que ce discours indirect libre, il fonctionne comme expansion de ces phrases, hein, redoublement en définitive, parce que tout ce qui commence par le participe présent, là, célébrant, etc., à partir de la ligne 13, va mener en définitive à énumérer ces ports comme c'est dit à la ligne 10. Le texte fonctionne comme ça par efflorescence. Et on aboutit à un discours narrativisé qui intègre très visiblement le lexique de Saccard. Hein. Je ne sais pas, la phrase qui commence par « puis », par exemple. Où est-elle? Puis, c'était à la ligne 18. Lorsqu'on s'était assuré de ce vaste chemin de l'Orient, on débutait là-bas. La petite affaire, la façon de minorer cette affaire, je pense que c'est du Saccard. Rien que quelques millions à gagner en passant un excellent lançage, c'est un mot déjà utilisé par le personnage quelques pages auparavant. L'argent ramassé à la pelle, et puis l'idée, la généralité, espèce d'expression gnomique selon laquelle c'est toujours passionnant pour le public ce style d'image, ça relève de Saccard. Donc, bon, il n'y a pas de problème, si vous voulez. Le discours est évidemment bien référencé, mais il me semble qu'il y a quand même aussi des choses troublantes dans ce discours indirect libre. C'est parce que, par exemple, des verbes qui, après tout, devraient être conjugués au conditionnel pour exprimer le futur du passé, se trouvent être conjugués à l'imparfait, parce qu'en définitive, voilà, on la conquérait, par exemple, à la ligne 9, ou alors on débutait. Bon, on comprend bien que ce sont des transpositions de quelque chose comme le présent qu'utilise Saccard, mais d'une certaine manière, ce qui est troublant, c'est que cette actualisation elle met ces verbes sur le même plan que les imparfaits du récit lui-même, en définitive, du récit cadre lui-même. Et que même ça donne à ce style d'imparfait, on la conquérait, on débutait, ça donne parfois des allures d'imparfait de narration. Du coup, ce discours indirect libre, il se mêle, je crois, plus étroitement au récit cadre. Et on pourra trouver des phrases dans lesquelles la présence en fait de Saccard est moins évidente, mais dans lesquelles elle se réfère toujours à lui. Alors, je veux dire que même si on est acquis à l'idée générale d'Anne Banfield, selon laquelle le discours indirect libre, il est fait de phrases sans parole. C'est-à-dire qu'effectivement, ça représente un espèce de stade critique dans lequel la littérature se distingue d'un acte de communication normal et dans lequel c'est bien une subjectivité de personnage qui sature le récit, tandis que s'absente le narrateur. Même si on adhère à cette idée-là, à la limite, je pense que la réflexion sur la performativité du roman, elle a quand même lieu de s'intéresser à cet enjeu du discours indirect libre parce que, justement, il y a saturation, en fait, du récit cadre par cette subjectivité, par la promesse de Saccard, si vous voulez. Je ne vois pas pourquoi un roman comme L'Argent ne poserait pas exactement les mêmes problèmes que les problèmes qu'a pu poser l'Assommoir, en définitive. L'Assommoir faisait scandale parce que, après tout, le plus grand scandale de l'Assommoir, c'est la contamination de la langue littéraire par la familiarité. En tout cas, c'est comme ça que Barbé d'Aurevilly en parle, c'est comme ça que les lecteurs de l'époque, les plus choqués par la chose morale, évoquent cette destruction de la littérature ou cette autodestruction de la littérature. C'est un discours indirect libre qui fait advenir la langue populaire au niveau du récit cadre. Et de la même manière, je ne vois pas pourquoi on n'interrogerait pas le problème que ça pose en termes de performativité, en fait, d'avoir un roman qui, sans cesse, amène en fait le discours du spéculateur, le fait régner sous la forme du subjectivisme du discours indirect libre, le fait régner au niveau du récit cadre. Et ce qui est troublant, évidemment, c'est que ça ne se passe pas qu'une fois. La raison pour laquelle j'ai reproduit dans l'exemplier 2 autres extraits qu'on ne lira pas, c'est que ce discours du spéculateur, il est ensuite cité par d'autres, il est cité en particulier par les femmes, par les prostituées, repris par les prostituées, ce qui fait que je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple en fait chez Zola. La question de la répétition chez Zola, elle s'identifie ici avec la question du discours indirect libre naturaliste.
pour la première fois, les deux, en définitive, sont superposés. Donc, c'est pas simplement, comme l'ont dit les journalistes de l'époque, une réflexion sur le leitmotiv wagnérien qu'il faudrait déclencher. C'est une réflexion sur ce que ça suscite chez un lecteur que la perpétuelle citation de citation de citation qui accède comme ça à quelque chose qui est de l'ordre du discours indirect libre. Je m'interroge sur l'effet que ça procure, en définitive, sur le biais que ça procure. Et ce qui m'a intéressé dans l'article de Gilles Philippe que j'avais proposé à la bibliographie aujourd'hui, c'est que c'est un article dans lequel Gilles Philippe essaye de faire la relation entre focalisation et discours indirect libre comme discours indirect libre de perception. En fait, voilà, des articles virtuoses comme sait les faire Gilles, dans lequel il dit, bon, discours indirect libre, on a tendance à en faire plutôt une sorte de figure, si vous voulez, de narrativisation de la profération, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'apparaît dès le 19e siècle, dit-il, et on n'a pas besoin d'attendre Virginia Woolf pour ça, le discours indirect libre, c'est aussi, en définitive, une narrativisation, parfois, de la perception de discours. Et j'avoue que, en lisant certains passages de l'Argent, alors peut-être le deuxième extrait ou le troisième extrait qui sont dans l'exemplier, j'arrive plus à savoir si on est dans un discours indirect libre de profération, parce que c'est relativement clair quand on lit ce qu'on vient de lire, ou si on est dans un discours indirect libre, pardon, de perception, puisque à chaque fois ce qu'on nous raconte ou ce qu'on nous dit et ce qu'on fait porter au niveau du discours indirect libre, c'est une reprise des paroles du spéculateur, de ce qu'on y a sélectionné, de la façon dont on a entendu son rapport sur les activités industrielles de la banque. Et je trouve ça, pour le coup, assez vertigineux, parce que du coup, ça nous ramène à la question de savoir si la performativité du roman ne se fonde pas sur cette spectacle de la performativité du récit lui-même du spéculateur. Et là, je jure que c'est la phrase de conclusion, et je pense qu'il faut mettre ça en face du fait qu'on est dans un roman qui est un roman caractérisé en outre par un retour du romanesque. Ça, Pierluigi Pellini l'a bien dit au début des années 2000, dans ses travaux sur l'argent de Zola. Il y a chez Zola, vers la fin de sa série, des Rougon macabres, la bride est lâchée, Zola s'abandonne à des effets romanesques ou mélodramatiques pour lesquels il se bridait encore à l'époque de l'Assommoir. C'est tout à fait caractéristique dans un roman comme L'Argent, qui a des aspects mélodramatiques dans ses intrigues B, et il le fait. Et c'est un roman qui sort au moment même où Marcel Prévost publie son enquête sur le roman romanesque par voie de presse. C'est-à-dire c'est un roman qui sort au moment même où on médite sur la fin du naturalisme, sur la nécessité d'en revenir au roman romanesque, ce qui fait qu'en définitive, bon nombre des personnes interrogées parmi les 64 interviewés du journaliste Jules Huret dans l'enquête sur le roman romanesque au printemps 1891, bon nombre des personnes font référence à l'argent, en disant « regardez l'argent » par exemple. Et Zola lui-même, parmi les premiers interviewés, dit « mais moi, le romanesque, pour ma part, il y en a une assez grande part dans mes romans, voire l'argent. » Et je m'interroge aussi sur, du coup, la recherche de performativité que recouvre, en fait, cette refondation du romanesque chez lui. Et non seulement ça, mais à l'intérieur d'un roman qu'on peut aussi tenir comme un roman qui est un roman enclin à une thèse. Un roman qui, par ailleurs, est un roman qui met en scène un personnage, le personnage de Madame Caroline, qui est elle-même parfois explicitement opposée au personnage du roman psychologique à la mode de Paul Bourget à la même époque. C'est-à-dire qu'on nous dit plusieurs fois de cette femme, cette philosophe de formation avait aboli toute réflexion, elle en avait assez de la philosophie, elle en avait assez de réfléchir, elle préférait s'abandonner à son être, etc., etc. Ce personnage dont on nous présente très complaisamment en fait les regains d'espoir, et ce personnage de cheval de Troie idéologique, c'est aussi un personnage qui sert dans ce roman en fait à contrer toutes les bourgeoises qui réfléchissent à leur tourment adultérin dans les romans de Bourget à la même époque. Il y a une page qui le dit presque explicitement. Elle n'était pas comme ces femmes-là. Donc, tout ça constitue un faisceau qui, je pense, vaut la peine de se demander si, dans ce roman de transition, de ce roman de la fin des Rougon macabres, de transition avec le grand corpus utopique en particulier, si on n'est pas dans un roman dans lequel, bon, Zola, en attendant de s'interroger sur ce que c'est que l'intérêt romanesque, il va le faire en particulier dans son corpus utopique, Zola s'interroge principalement sur ce que c'est que l'effet d'une fiction, et Zola s'abandonne à cette espèce d'enthousiasme de la perspective quand il écrit ce roman sur la spéculation boursière.
Et là, voilà, c'est quelque chose, c'est une remarque sur laquelle je finis parce que c'est une pierre dans le jardin de Thomas, mon pauvre. Enfin voilà, non, mais la question est de savoir quand on enchaîne des opus dans une série, est-ce qu'on ne peut pas se permettre plus facilement un rapport à la polyphonie romanesque qui est le suivant, c'est que je vais prendre le parti des ouvriers dans Germinal, je vais écrire mes brouillons de Germinal au verso des brouillons de Au bonheur des dames dans lesquels je montrais que le magasin écrasait les petits, et là tout d'un coup j'écris mon roman des mineurs, déconcertant, en changeant totalement d'optique au verso de ces brouillons-là, et 5 ans plus tard, j'écris un roman frénétique de la spéculation boursière qui a une coloration libérale évidente. Peut-être, la chose est peut-être permise, si vous voulez, ou cet abandon à la puissance performative du récit, elle est peut-être permise par le fait qu'on raisonne à l'intérieur d'un cadre qui est celui de la série, dans lequel il s'équilibrerait en quelque sorte les voix. Enfin, ça, c'est une hypothèse sur laquelle je finis définitivement. Micro, là. Oui, je l'éteins, c'est ça? Non, vous le voulez. Je vous le donne. Je le mets au milieu. Merci beaucoup. Voilà, je prends la parole. Enfin, pourquoi moi, nécessairement, je ne sais pas si on m'entend bien, j'ose pas du coup remettre le son sur mon propre ordinateur parce que ça ferait un effet d'écho. Merci, c'est très très riche, il y avait énormément de choses. Je ne sais pas si c'est moi qui vais poser la première question, sauf si on a une brûlante qui sort, j'en aurais bien une d'abord. Je suis très très convaincue par ce que tu dis, en même temps j'apprends énormément de choses, donc voilà, j'essaie de mettre tout ça en place. Si c'est un roman de la performativité, d'abord vraiment en question toute bête pour lancer un peu les choses, en fait, qu'est-ce que ça performerait exactement? C'est ça. C'est-à-dire, vu l'extrême labilité quand même, tu l'as dit très très bien, de la thèse de ce roman à thèse, somme toute, qu'est-ce que ça performerait? Je précise peut-être un petit peu ma question. Ou alors je te laisse répondre à cette première partie de question. On voit assez bien dans ce que tu décrivais la nature de la performativité, mais pas son objet. C'est-à-dire quel est l'effet, en fait. Quel est le geste, quelle est son efficacité? Qu'est-ce que ça ferait croire? Ou qu'est-ce que ça ferait penser au lecteur? Qu'est-ce que ça ferait penser au lecteur? Qu'est-ce que ça ferait faire? Est-ce que ça lui fait... est-ce que ça le convainc du fait que l'argent est une force vive? Est-ce que ça le convainc de ce que fait la confiance? Est-ce que ça transforme sa confiance en foi qui est à elle-même sa propre récompense? Et par conséquent, qui n'a pas à avoir d'objet? Oui, oui. Je pense que c'est la première option qui est la plus proche de ce que suggère le roman. Oui, je pense que ce roman qui se termine sur le mot « vie », tu sais, et dont le 7e chapitre aussi, qui est un chapitre d'hésitation en fait de son personnage principal, c'est un chapitre qui se termine aussi sur le mot « vie ». C'est un roman qui cherche à persuader ce que dit le début de l'ébauche, que en effet l'argent doit échapper au jugement désormais moral, tout autant que l'amour, et que ce qui est intéressant dans l'argent, ce sont ses usages, mais que c'est l'argent qui fait la vie, oui. Je pense que, bon, si tu veux, tu cherches peut-être une explication plus compliquée que ça, parce que c'est déjà une thèse que formule Zola. C'est un roman qui porte sur l'éternel recommencement. Un roman de l'éternel retour, enfin, un roman qui proclame la fin de l'idée de dénouement.
qu'il n'y a plus de fin, et qu'il y a donc innocuité des fins, d'une certaine manière. Donc, du coup, c'est un roman qui, à sa manière, proclame le deuil d'une certaine esthétique romanesque aussi, et je pense que ça peut préparer les fins ouvertes des romans utopiques de la série des 4 évangiles, parce que c'est un roman qui, à peine achevé, dépeint déjà son personnage principal lancé dans de nouvelles affaires, dans un nouveau pays, à l'étranger, en Hollande, de nouvelles affaires stupéfiantes, de la même façon que le deuxième personnage principal, ce personnage de Madame Caroline, est dépeint en proie à un irrépressible sentiment de renouveau printanier. C'est la dernière page. Il n'y a pas de fin. Alors ça, effectivement, ce serait très important parce que du point de vue du récit, ça modifie complètement un des moteurs de la diégèse qui serait on est là pour savoir si les personnages réussissent ou non. Ouais. Mais je pense que c'est la remarque de Philippe Hamon que j'ai mise de côté tout à l'heure, que j'ai pas lu. Philippe Hamon dit Zola, avec l'argent, trouve une matière qui, en elle-même, ne dicte aucune forme narrative. Il n'y a pas de scénario lié à l'argent. C'est pas comme l'amour, c'est pas comme une bataille, c'est rien en fait. Ça peut être n'importe quoi, mais et ça il le dit dans des termes très très vibrants, très efficaces. Il dit donc en définitive, Zola est en train de toucher à un thème qui est, enfin, il fait un roman sur rien, si tu veux. On ne peut attribuer a priori aucun scénario à la notion d'argent, prétend-il. En tout cas, tel que ça. On ne pourrait pas dire ça de Balzac et de la relation de crédit dans les romans balzaciens. Mais voilà, je pense que quand Philippe Hamon dit ça de l'argent, il dit ça de l'argent dans l'argent de Zola. Il dit ça dans l'argent de Zola, il dit il y a donc abolition totale du récit, finalement ça monte, ça baisse, on s'en fiche, ça pourrait le faire dans un autre ordre, et ça va recommencer. Donc, en définitive, même si c'est un roman construit, tu vois, presque avec une structure épique, 12 chapitres, un climax au chapitre 8 et 9, etc., et ensuite son crack au chapitre 10, même si tu pourrais lui trouver toutes les allures d'une épure, en fait, d'action avec sa protase et son apodose, en définitive, c'est totalement artificiel. Ça serait effectivement, je sais pas, espèce de négation du roman de la bonne carcasse de Zola, bon constructeur de carcasse, dans les faits, quoi. C'est un roman de l'incorrigible, enfin je ne sais pas comment dire ça, je pense que ça a été pris aussi comme tel par les lecteurs moraux de l'époque. C'est le personnage principal est incorrigible. Le personnage principal, il est en effet très proche finalement du Mercadet du faiseur. Le roman abolit un siècle de littérature financière apocalyptique et en définitive romantique. Ce qui m'a un petit peu frappé dans votre conclusion, c'est que j'ai l'impression qu'à l'œuvre, à l'échelle de l'ensemble de l'œuvre de Zola, on a plutôt une impression d'anti-performativité d'une certaine manière. Puisque il y a des romans dans lesquels il épouse le point de vue des ouvriers, il change. Oui. Il y a une sorte de. Comme si chaque roman annulait un peu le précédent, et du coup, si on se situe à l'échelle globale, et même à l'échelle du roman l'argent, parce que ce qui est assez fascinant dans votre exposé, c'est que quand on commence à vous écouter, moi j'ai l'impression que Zola était une sorte de Lordon du 19e siècle, Lordon qui critique les subprimes. Oui. Avec une sorte d'analyse très pointue du système de croyance sur lequel repose la spéculation. Et ensuite, plus votre discours avançait, plus vous déconstruisiez cette première impression qu'on pouvait avoir. Et j'ai l'impression qu'à la fois à l'échelle du roman et à l'échelle de l'œuvre de Zola, tout fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de détricotage permanent de la performativité, même d'une certaine manière. Oui. Je pense que Philippe Hamon serait d'accord avec ça, parce que lui, il pense effectivement que c'est un des romans dans lesquels culmine le neutralisme du naturalisme. Ouais, il finit sa préface là-dessus, hein, et il pense en effet qu'il y a une sorte d'équilibrage des bateaux de la balance. Moi, je pense que c'est un roman, qui est plutôt consensuel dans le sens de Lukács, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique, mais une dialectique de la résolution réconciliatrice, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le grand gâchis, mais ça avance quand même.
Et du coup, on n'est pas du tout du côté de Lordon. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une certaine manière, l'analyse statique, elle est du côté de Lordon. L'analyse dynamique, elle appartient à Zola en propre et elle consiste à dire, c'est vraiment la métaphore centrale du roman et c'est une métaphore scandaleuse, pas parce qu'elle est scandaleuse d'une manière morale, mais parce qu'en fait, elle déjoue toute une philosophie de la littérature anti-boursière du siècle. La métaphore centrale, elle consiste à dire, c'est en suant comme des bêtes et en cherchant son plaisir qu'on fait des enfants. Et c'est quelque chose que le spéculateur Saccard dit au personnage de Madame Caroline, qui va devenir sa maîtresse. Hein. Il n'y avait pas c'est un peu schopenhauerien aussi, hein, comme formulation. S'il n'y avait pas des femmes qui se paraient pour que on fasse 1000 cochonneries, dont il ressortira peut-être pour 1% en fait des créatures merveilleuses qui sont les enfants. Et en fait, il inverse complètement une phrase, une proposition qui était émise par tous les critiques de la bourse de l'époque, en particulier un pamphlétaire que Zola lui-même a lu, hein, qui s'appelait Eugène de Mirecourt, pamphlétaire de deuxième zone, qui disait l'agiotage est à la spéculation ce que la licence est au plaisir, ou quelque chose comme ça, une espèce d'analogie terme à terme, etc., que Zola distord complètement en mettant dans la bouche de son spéculateur l'idée selon laquelle, non, il faut avoir la bravoure du vice, et c'est de là que sortira en fait le superflu qui est la vie. Et donc du coup, là, je pense que malheureusement, c'est la philosophie, enfin pour le coup, là, je crois que s'il y a un message, c'est celui-ci. Hein. Alors, évidemment, c'est peut-être contestable parce que le personnage principal, lui, demeure un personnage qui n'enfante pas. C'est peut-être contestable parce que l'enfant tel qu'il est représenté dans le roman, parce qu'il y en a un, est un enfant monstrueux, enfui, vicieux, etc., etc. Mais on s'achemine lentement vers quelque chose qui va être le discours du docteur Pascal. Hein. Ouais. Roman qui se termine aussi sur le mot vie, roman qui se termine aussi sur un enfantement, mais sur un enfantement arraché à l'hérédité. J'ai beaucoup apprécié le côté métaphorique du roman entre foi et l'argent. Et ça me fait penser, surtout en total, vous avez le dollar américain, au début, disait, on écrivait dessus, in gold we trust. Oui. Mais lors d'un crash dans les années 1830, quelque chose comme ça, on a supprimé gold, on a dit in God. Et ça s'est fait avant ou après la crise de la dette souveraine aux États-Unis? Non, c'était 1800. C'est 1837, donc la crise de la dette souveraine, si je ne me trompe pas. Enfin, j'ai vu dans quelle année, mais c'était une grosse crise. Ah oui, c'est génial, je ne savais pas. C'est vrai. Oui. Et donc, elle a remplacé l'or par Dieu. En fait, ça me fait penser, ta question, John, à Dickens, puisque là, c'est l'anti-Dickens total, puisque le rapport entre confiance et crédit chez Dickens, il est totalement moral. C'est-à-dire que la condamnation du crédit chez Dickens, qui est liée au traumatisme sur la dette et à la... il me semble en tout cas que c'est l'idée selon laquelle il faudrait sortir la question du crédit de la question morale et qu'il n'y aurait pas de jugement à formuler dessus, c'est complètement impossible dans le cas de Dickens. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, oui. J'étais frappé par le contraste. Oui, non, c'est sûr que ça frappe. Ça rejoint des considérations d'Alexandre Perrault sur le fait que derrière la technicité en fait, des institutions modernes, il y a toujours un rapport moral dans la relation de crédit que les romanciers en fait, expriment plus ou moins nettement. Et il est probablement effectivement net chez Dickens, tandis que Zola a la tentation en fait de l'arracher à la morale, mais c'est très délicat parce que il y a une espèce de tentation, je ne sais pas comment dire ça, pas crématistique chez Zola, mais effectivement une forme d'ivresse de la possibilité de la création de
richesse en fait à partir du signe. Le foisonnement. Oui, à partir de la circulation vibrionnante des signes, mais je ne sais pas. L'antonyme de cet enthousiasme-là, ça serait son personnage de banquier juif, qui est lui du côté de la prudence, du réalisme, de la logique, de la valeur travail aussi, du gage industriel de la valeur, et qui est un personnage qui est contre la multiplication en définitive des signes, contre l'inflation des bulles d'une certaine manière, et contre la galopade du crédit. C'est un personnage qui est contre la multiplication des banques, c'est un personnage qui représente en fait une forme de croyance dans le fait que la vie économique doit présenter des gages. Et c'est un personnage que Zola a voulu dépeindre en fait hors de la vie, hors du romanesque, hors du désir, hors de la faim, hors des appétits. Du coup, en lui donnant une forme, enfin ça va dans ton sens, en faisant en fait un antonyme du désirable. Et c'est la chose la plus étrange dans le roman, c'est-à-dire que cette position, qui n'est pas une position morale, hein, c'est pas un personnage qui a une position morale, mais c'est un personnage qui a une position technique et logique sur les marchés, mais qui est un personnage qui peut faire penser à des projets de réforme très concrets, hein, qui sont nés après la crise des subprimes, en fait. Et ben, ce personnage, en fait, il est invalidé dans l'ordre du roman et du romanesque, si tu veux. Oui, à propos de Gundermann, dans la manière dont il est présenté dans le roman, on a aussi l'impression qu'il ne fait que représenter une sorte de résultante du vrai travail de la bourse et de l'argent. C'est-à-dire que il est très raisonnable, c'est-à-dire qu'il retire les marrons du feu, mais c'est pas lui qui les a fait cuire, si j'ose dire. Enfin, c'est un moyen comme métaphore, mais c'est pas lui qui a produit effectivement cette richesse. Cette richesse, elle est produite par cette sorte d'activité désirante, pulsionnelle, de scénar. Et puis, Gundermann est là pour représenter la manière dont l'économie revient à une sorte de coïncidence avec les fondamentaux, avant de s'enflammer à nouveau, mais je suis complètement d'accord. La ligne un peu de base de la croissance, mais pas vraiment l'incarnation, ce qui fait que ça marche. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que Gundermann, c'est un personnage qui est un personnage totalement abstrait. C'est un personnage qui représente l'équilibre du marché. Donc, c'est un personnage qui est complètement différent des banquiers juifs mis en scène dans les romans de la bourse qui ont précédé l'argent de Zola, qui sont toujours en fait effectivement des personnages, comment dire, engagé dans l'action, engagé dans une fiction, engagé dans un combat contre le personnage principal qui est un spéculateur catholique. Et ce sont des personnages qui sont véritablement des adversaires à l'intérieur d'un combat qui est un combat moralement inégal. C'est comme ça que tous les romanciers antécédents, ou en tout cas entre 82 et 90, représentent le spéculateur juif. Et je pense effectivement que le discours tenu par Gundermann et deuxièmement le fait que Zola ne veut pas le mettre à la bourse, ne veut pas l'incarner dans le palais Brognard. Zola contredit même une partie. Enfin, il y a même des pages qui se contredisent dans l'argent, parce que d'un côté, il y a des pages qui disent très nettement que c'est un personnage qui est placé à la baisse, qui spécule à la baisse contre Saccard, et il y a d'autres pages qui insistent sur le fait que personne n'est certain qu'il spécule véritablement à la baisse. Et je ne sais pas pourquoi Zola a laissé, enfin si, on peut en discuter, Zola a laissé se contredire ces séries de pages, mais pour une raison qui va dans le sens, voilà, de ce que tu dis, c'est-à-dire effectivement, c'est que c'est un personnage beaucoup plus abstrait que le Nucingen de Balzac. Hein, c'est une remarque qui avait été faite par Adeline Vrona quand elle avait examiné cette espèce d'érosion en fait des traits juif chez le banquier juif chez Zola. Elle avait remarqué qu'il n'est plus question d'accent tudesque chez le Gundermann de Zola et qu'il n'est plus question de désir, il ne désire aucune femme, il résiste, enfin, c'est un personnage qui ne mange même pas, tout simplement capable de boire des verres de lait. Il va du côté de l'abstraction et cette abstraction, elle a quelque chose à voir avec les convictions libérales de Zola. Je pense, effectivement, avec l'idée qu'il se fait du mécanicisme de la régulation des marchés.
Alors, par ailleurs, il y a peut-être quand même aussi une autre explication, parce qu'on ne peut pas être à la fois sujet et objet. Je pense ici à la position du juif et de ce texte qui est aujourd'hui, maintenant, en lecture, qui est absolument accablant, les délires sur l'Orient. Oui. Ce texte qui est un mal absolu quand on le lit maintenant sur la dévoration de l'Orient, intégralement exploité avec le colonialiste qui flaire le trésor et qui hennit comme un cheval de guerre à l'idée de ruiner le Liban et ses forêts parce que ça pourrit, les arbres géants pourrissent sur place faute de route. Enfin, voilà, ce texte est un espèce de condensé du mal absolu aujourd'hui. Et tout ça, c'est l'Orient. Madame Caroline, d'un bon sens si solide, oui. Elle, sa caresse, sa tendresse pour l'Orient, c'est-à-dire son romanesque à elle. Oui. On ne peut pas être à la fois sujet et objet, c'est-à-dire qu'ici, si le spéculateur juif, en fait, s'atténue chez Zola, c'est aussi parce qu'il ne peut pas être à la fois du côté du chasseur et de la proie. Ici, j'ai quand même l'impression que cette dévoration, la spéculation fonctionne sur la dévoration de l'Orient, c'est-à-dire sur le fait de placer dans les proies, placer dans ce qui va être fictionnalisé, ce qui va être entièrement mangé par l'imagination, et ce qui va partir en fuel comme ça de cette imagination spéculatrice occidentale, en fait, c'est bien l'Orient. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a un lien quand même avec la disparition, le fait qu'il va évacuer des spéculateurs possibles, le banquier juif. Et que, du coup, c'est les banquiers catholiques qui sont dans la position ici des coloniaux légitimes, ceux qui veulent remettre le pape sur le trône à Jérusalem. Ouais. Ça se fait en consumant l'Orient et en consommant l'Orient, oui. Qui devient un objet d'imagination, qui est complètement manipulé, objectifié. Bah oui, mais le problème, c'est que la figure du banquier juif, de toute façon, elle est tellement rattachée à cette époque-là à la Prusse ou à l'Europe centrale que c'est même pas certain que... Le Levantin, du coup, disparaît. Oui, alors qu'il est présent, si tu veux, dans d'autres romans, dans lesquels, parfois, tu as un personnel de spéculateurs levantins, ou tu peux avoir effectivement des juifs portugais, par exemple, ou des levantins, et puis là, pour le coup, là, tu les as pas. Dans ce roman-là... on insiste beaucoup en définitive sur la possible trahison pro-prussienne de ce banquier. Mais en même temps, alors il y a plusieurs choses en fait qui impliqueraient de réaction. Premièrement, j'ai toujours été extrêmement intrigué par le rapport entre le rêve en fait de Sachar et puis malgré tout, en fait, la question de la question du sionisme, en fait, où on est très très proche, en fait. Enfin, je sais pas, je me suis toujours interrogé sur le rapport entre ce qui a pu inspirer Herzl et puis ce texte. Mais bon, ça je crois avoir fait déjà des recherches sur la question, c'est très difficile de trouver des convergences. La deuxième chose que je voulais dire, ce qui est troublant quand même, c'est que ça, pour le coup, c'est effacé par le texte, évidemment. Enfin, je ne peux pas prétendre que c'est là alors que ça ne l'est pas. Mais le personnage de Sachar, il est très largement, lui, déduit, en fait, construit à partir de figures de la finance juive du 19e siècle. C'est ça qui est étonnant aussi, c'est que ce personnage, c'est censé être l'argent nouveau et c'est censé être pérenne, en fait. Tu vois. Bon, ça c'est une chose. Troisièmement, est-ce que c'est un projet colonial? Eh bien, je ne sais pas. C'est un fantasme. C'est un fantasme d'exploitation industrielle qui ne prend aucune coloration nationaliste. Aucune. Jamais. C'est pas la France. C'est une compagnie financière. Et du coup, bon, j'ai pas fait allusion là à l'article de Corinne Samina-Dayar que j'ai mis en bibliographie, mais je continue à me demander s'il est possible de parler d'imaginaire colonial en fait pour ce roman-là. Et en fait, à chaque fois qu'on parle d'imaginaire colonial chez Zola, on est gêné par le fait que en fait, ce qui opère, c'est toujours des entités privées. C'est des familles en fécondité qui envahissent le Soudan, qui colonisent le Soudan, en effet. Et dans l'argent, le rêve de dévoration de l'Orient, c'est toujours à l'intérieur d'un récit qui dit une société industrielle allait faire ce que
Napoléon, Alexandre le Grand et Pierre l'Ermite n'avaient pas fait. Et je m'interroge sur la possibilité d'appeler colonial un projet qui n'est pas national, ni nationaliste. Je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas annexé à l'Empire, c'est à la limite annexé aux États pontificaux. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vois qu'il est 17h04. Peut-être peut-on mettre fin à la discussion, on la poursuivra ailleurs. Merci infiniment, merci à vous. Christophe. Merci pour ta question. Et pour cet exposé formidable et pour cette discussion. John, on peut peut-être annoncer la séance suivante qui est James Phelan. Oui, c'est ça, c'est le premier février. James Phelan, dans 15 jours. Professeur d'anglais à Ohio State University, il va parler en anglais. Textual and readerly dynamic in the historical novel called Whitehead's The Underground Railroad. James Phelan est un maître de la narratologie rhétorique, qui est l'école dominante aux États-Unis. Donc, c'est un personnage très important dans le monde de la narratologie. Et donc, on l'entendra le 1er février, mardi prochain. Oui, c'est ça. Et la fois suivante, le 15 février, ce sera Monica Fludernik, le 15 février. Oui, qui va parler de factual narrative, cross-culturally and diachronically. Parfait, ben merci à tous et on se retrouve mardi prochain. Mardi dans 15 jours, le 1er février. Ça doit être très difficile d'organiser un séminaire. Je crois qu'on peut d'abord peut-être éteindre on éteint peut-être John. La caméra, oui. Avec tu éteins peut-être 2 interventions par mois durant toute l'année. Oui, c'est ça. Il y a 2 séances depuis presque 20 ans maintenant. John, tu peux peut-être éteindre le... Je ne suis pas sûr qu'on ait quitté la réunion. On n'a pas quitté la réunion. Fermez l'onglet. Voilà.